Alors, il s'agit donc du temps traditionnel dans ces rencontres, celui de la rencontre avec le grand témoin, rencontre que l'on est allé faire avec Anne Burstein. Anne Burstein, elle fut directrice de la CNSA entre 2017 et 2019 et elle nous a reçus dans les locaux de l'Inspection générale des affaires sociales, dont elle est inspectrice et elle est notamment co-auteure avec deux de ses collègues d'un rapport, un rapport qui est sorti au printemps dernier sur la participation citoyenne directe dans les politiques de solidarité. Rapport éclairant, très éclairant, je dirais même par rapport aux échanges que l'on a aujourd'hui, car les autrices sont allées à la rencontre à la fois des institutions, mais aussi des acteurs de terrain, pour voir comment les politiques publiques aujourd'hui intègrent ces dynamiques, intègrent ces initiatives de participation citoyenne directe pour enrichir, pour donner de nouvelles dimensions et de nouvelles coordinations à ce que sont ces politiques publiques. On va l'écouter tout de suite et juste avant, à noter que ce rapport dont on va parler, il y a une édition en Falque qui existe et qui est disponible sur le site de l'IGAS. On écoute tout de suite Anne Burstein. Bonjour Anne Burstein. Merci beaucoup de nous accueillir dans ces locaux de l'Inspection générale des affaires sociales. Vous êtes inspectrice générale, vous avez été directrice générale de la CNSA. Vos regards, vos lumières seront d'autant plus importants et éclairants pour notre journée, que vous connaissez donc bien ces enjeux de la participation dans le champ du handicap, dans le champ du grand âge. Et vous êtes la co-autrice avec Lucille Ollier et Karine Seller d'un rapport récent sur la participation citoyenne dans les politiques de solidarité. Alors dans le champ du handicap, du grand âge, mais aussi de la lutte contre la pauvreté. L'ensemble de ces champs sont couverts par le rapport. Quel en est l'objet exact ? Alors, il s'agissait, dans le prolongement du choc de participation de la lutte contre la pauvreté, d'élargir le regard et de faire un état des lieux sur l'état des démarches participatives dans l'ensemble des politiques de solidarité, en mettant l'accent plus particulièrement sur trois politiques: lutte contre la pauvreté, grand âge et handicap. Et donc l'objectif, c'était de voir comment les démarches participatives contribuent à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, voire à leur évaluation. Et donc nous avons particulièrement porté attention à la participation que nous avions qualifiée de citoyenne directe des personnes concernées par ces politiques de solidarité. Alors vous êtes allé voir à la fois la fabrique de ces politiques publiques et puis aussi sur le terrain, les dispositifs de participation citoyenne qui se mettent en place. Quel constat est-ce que vous faites des formes et de la dynamique de cette participation citoyenne dans le champ du handicap et du grand âge ? Alors cette dynamique, elle est très réelle. Il y a véritablement un foisonnement d'initiatives de participation, que ce soit au niveau national ou local, dans des formes très variées, des grandes concertations publiques, des consultations en ligne, des assemblées de personnes âgées, de personnes handicapées auprès des MDPH, auprès des conseils départementaux ou des ARS. Donc il y a vraiment une efflorescence, je dirais, de ces démarches participatives, et sur des objets très divers, au moment de l'élaboration d'une politique ou d'un plan, d'un schéma départemental par exemple, au moment de l'adaptation d'un service public, d'un projet, et puis ensuite dans la mise en œuvre très opérationnelle des dispositifs, dans le design des dispositifs. Ce foisonnement ne va pas toujours avec une professionnalisation suffisante des démarches de participation. Il existe pourtant un b.a.-ba des approches méthodologiques de participation qui ont été développées par des acteurs comme la Commission nationale du débat public, le CESE, le Comité interministériel de participation citoyenne. Il y a un certain nombre de règles fondamentales, par exemple le fait de bien définir le mandat de participation pour que les personnes sachent ce qu'on attend d'elles, mais aussi après la participation, c'est encore plus fondamental de revenir vers ces personnes pour leur expliquer ce qu'on a fait de leur participation et pourquoi. Ça, c'est une étape ce sont, je dirais, des éléments clés d'une démarche participative de qualité. Or, ils ne sont pas toujours appropriés. Par ailleurs, c'est vrai que ce qu'on a constaté dans le champ des politiques de solidarité, c'est que les démarches participatives ne sont pas toujours suffisamment adaptées au public des politiques de solidarité, avec des enjeux d'accessibilité, un insuffisant aller vers les personnes. Les personnes âgées, elles ne peuvent pas forcément participer à des débats publics, donc il faut aller vers elles dans les EHPAD ou dans leur lieu de vie. Et ça, c'est insuffisamment développé encore, même s'il y a des très belles expériences que nous avons rencontrées. Donc il faut plus de créativité et plus d'adaptation au public des solidarités. Et puis le dernier point, c'est qu'on a constaté une insuffisante articulation entre toutes les formes de participation. Vous avez évidemment les formes institutionnelles, les grands conseils, au niveau national, CNCPH, Conseil de l'âge, ou au niveau départemental ou régional, CRSA, CDCA. Et puis vous avez des initiatives innovantes de participation citoyenne, mais ces différents lieux de participation
ne se parlent pas, ne s'alimentent pas réciproquement. Et il y a évidemment une perte dans cette absence de communication suffisante. De la même manière, entre les différents niveaux de participation institutionnelle, conseil national, conférences régionales ou conseils départementaux, on a constaté que jusqu'à une période récente, il n'y avait pas assez d'échanges et d'allers-retours. Et on voit, c'est toute une articulation, une arborescence qu'il faut construire un petit peu, avec un enjeu clé, vous le dites, c'est faire de la participation, mais que cette participation soit une pleine affirmation de la citoyenneté des personnes. Et ça, vous le dites à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous entendez par là et en quoi c'est un enjeu essentiel? Alors, ce qu'on a écrit, c'est que la participation citoyenne ne s'improvise pas. Il y a, je le disais, des repères méthodologiques, une réflexion autour de pourquoi, comment, quand je fais de la participation citoyenne, avec quelle marge de manœuvre. Et donc, ce qu'on a écrit, c'est que tant les acteurs publics que les participants doivent apprendre la participation et monter en puissance, je dirais. Du côté de l'administration, il faut plus de professionnalisme, plus de réflexion sur les enjeux d'utilisation de la participation citoyenne, mais il faut aussi être plus en mesure d'entendre réellement les participants et de faire quelque chose de leurs paroles. C'est évidemment fondamental, parce que parfois, sinon, la participation citoyenne suscite des frustrations. Et pour entendre véritablement la parole, il y a un certain nombre d'outils méthodologiques, mais il y a aussi une sincérité indispensable, évidemment, une inscription dans la durée. Parce que la participation ne peut pas vraiment être one-shot. Il faut qu'elle s'inscrive dans une démarche dans la durée. Et il faut aussi que la participation citoyenne ne soit pas déconnectée des autres modalités de relation avec le citoyen, l'usager, enfin, on lui donne plusieurs noms. Par exemple, on écrit dans le rapport que faire une fois tous les ans ou tous les 2 ans un grand débat public, mais ne jamais prendre en compte les plaintes des usagers ou ne pas faire suffisamment d'enquêtes de satisfaction, ce serait incohérent. Il faut une cohérence globale de l'action publique. Donc ça, c'est le côté acteur public. Du côté des participants, surtout en ce qui concerne les publics plus vulnérables des politiques de solidarité, il faut apprendre, mais ça s'apprend, je dirais, tout au long du parcours de vie, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le renforcement du pouvoir d'agir, pour que les personnes, dans leur propre parcours, dans leur lieu de vie, mais peu à peu dans des lieux plus collectifs, plus politiques, apprennent qu'elles ont le pouvoir de changer les politiques qui les concernent. Et il y a une chose que vous notez dans le rapport, c'est que la participation existe, elle a des cadres, elle a des dispositifs, mais elle a encore des problèmes d'accessibilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir un accès à cette participation. En quoi ça reste un enjeu majeur? Alors paradoxalement, ça reste un enjeu, y compris dans les démarches de participation dans le champ du handicap ou du grand âge. La CNSA établit un rapport bisannuel sur le fonctionnement des CDCA. Certains d'entre eux ne sont pas accessibles, ce qui est quand même un comble. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les démarches plus spontanées, plus innovantes, portées par les acteurs publics, nationaux ou locaux, n'intègrent pas forcément toutes les dimensions de l'accessibilité, que ce soit l'accessibilité physique ou au niveau du mode d'expression. Et puis, ce qui est important également, c'est de ne pas penser uniquement aux instances de participation dans le champ des politiques de solidarité. On a beaucoup insisté sur ça. Il faut que l'ensemble des démarches de participation citoyenne, qu'elles portent sur le climat, qu'elles portent sur l'accessibilité de la ville au vélo, intègrent l'idée que des personnes en situation de vulnérabilité peuvent participer. Et on a un exemple qui m'a beaucoup frappé. C'était dans le cadre d'un débat européen sur l'accessibilité de la participation citoyenne, des acteurs qui expliquaient qu'ils avaient organisé un grand débat sur la ville à vélo. Ils n'avaient pas imaginé qu'une personne handicapée puisse participer à ce débat sur la ville en vélo. Et cette personne handicapée était là, elle n'a pas pu manger, elle n'a pas pu vraiment participer au débat, parce qu'ils n'avaient pas intégré l'idée que d'autres personnes pouvaient participer au débat citoyen. Et donc, il faut absolument que l'accessibilité, ce soit non seulement celle des lieux dédiés à la participation sur les politiques de solidarité, évidemment, mais aussi sur l'ensemble des lieux de participation. Vous parlez d'un certain nombre d'institutions d'État et d'agences d'État qui ont un rôle clé à jouer, de structures, d'instances, et notamment la CNSA, bien évidemment, que vous connaissez bien. Quel rôle est-ce qu'elle pourrait plus jouer ou mieux jouer dans l'accompagnement de ces démarches de participation? Et il y a un nouvel appel à projet à participation 2025 qui arrive. Est-ce qu'il y a des axes de soutien qui vous paraîtraient importants à mettre en avant par rapport aux précédents appels à projet?
Alors la CNSA est déjà très investie, mais elle peut encore monter en puissance et sa convention d'objectifs et de gestion est peut-être plus ambitieuse. Il y a évidemment les appels à projets qui sont très intéressants, appels à projets pour soutenir ou l'innovation ou la recherche. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir créer du partage d'expériences, de la capitalisation, et c'est ce que cette journée à laquelle nous participons fait. Et donc ces appels à projets, ils sont partis de la participation au lieu de vie, au parcours. Il nous semble que ce serait intéressant que la CNSA soutienne des initiatives qui renforcent les articulations, qui renforcent la capillarité entre les lieux de vie et les lieux plus politiques ou entre les différents niveaux de participation. Et par ailleurs, évidemment, la CNSA a un rôle d'animation, d'aiguillon important pour les acteurs, que sont les MDPH, les conseils départementaux, les ARS. Dans ce rôle d'animation, elle doit promouvoir des démarches de participation innovantes, une certaine rigueur méthodologique. Elle peut le faire dans le cadre de la feuille de route des MDPH, elle peut le faire dans le cadre des conventions avec les conseils départementaux. Elle peut aussi le faire dans la mise en place du service public de l'autonomie, donc soutenir les dimensions participatives de ces différents dispositifs et créer du partage d'expérience entre acteurs. C'est quelque chose qui est souligné par un certain nombre d'acteurs d'ailleurs. Merci beaucoup Anne Burstin. Merci à vous. Après cette carte blanche, nous allons nous retrouver pour notre 4e séquence ensemble, faire place à l'expérience pour renforcer la participation, de la théorie au concret. On en parle tout de suite.